Le sommaire. Pour l'heure de présentation qu'on a prévue, tout d'abord, les zones d'action renforcées, les couverts végétaux, le calendrier d'épandage, les retournements de prairies. Retournements de prairies, c'est un sujet à la fois qui concerne les nitrates, mais aussi qui concerne la PAC. Le plan de fumure, le stockage des effluents, et on terminera par les conditions d'épandage, notamment, là, on commence à sortir la période de gel, même s'il y a parfois encore un peu de gel le matin, il y a des questions d'épandage qui se posent en cas de sol gelé ou enneigé. Concernant cette nouvelle réglementation nitrate, alors depuis de nombreuses années, il y a une réglementation nitrate dans les Hauts-de-France qui s'applique à tous les secteurs, en fait, pas qu'à l'agriculture. Néanmoins, en agriculture, cette réglementation comporte beaucoup de points. Cette réglementation a été mise en place par l'Europe et en France pour essayer de réduire les pollutions d'origine agricole par rapport aux nitrates. Les nitrates ne viennent pas que de l'agriculture, évidemment, mais il peut y avoir quand même des problématiques de nitrates liées à l'agriculture. Donc la réglementation française évolue avec cette nouvelle directive nitrate et la réglementation évolue pour répondre à l'Europe. L'été passé, par exemple, la France a été mise en demeure une nouvelle fois, c'était déjà arrivé notamment en Bretagne, mise en demeure parce que la qualité des eaux de forage pour les nitrates n'était pas satisfaisante du point de vue directive européenne. Donc on est dans ce cadre-là au niveau agricole. La réglementation qu'on va vous présenter, en fait, elle s'articule à deux niveaux. D'abord, c'est la réglementation nationale qui s'appelle le PAN, Programme d'action national nitrate, qui date de janvier 2023, qui n'était pas réellement applicable puisqu'il manquait la version régionale. La version régionale, c'est le PAR, le Programme d'action régional numéro 7. Donc, vous voyez, on est au numéro 7, donc ça fait plus de 20 ans qu'on parle de réglementation autour des nitrates, qui concerne notamment les couverts. Une des réglementations liées aux nitrates, c'est l'obligation de couverts en interculture. Donc, depuis le 1er août 2024, cette nouvelle réglementation est en vigueur. Ce que dit la DREAL et l'administration, c'est que pendant cet hiver, en cas de contrôle, les contrôleurs avaient ordre, entre guillemets, de faire preuve de souplesse. Ça ne sera plus forcément le cas pour la prochaine campagne. Les principales évolutions, on les a dites. Les AR, zone d'action renforcée, couverture des sols en interculture longue, des nouveaux types d'effluents. Néanmoins, sur ce point-là, ça ne change pas grand-chose. Et la modification du calendrier d'épandage, mais sur une période précise, plutôt l'hiver. Alors, pour commencer, Sébastien, pourquoi cette photo? Quel lien avec la réglementation? Pourquoi cette photo? Alors, certains parmi vous ont peut-être une idée, une petite note humoristique pour aborder un sujet pas forcément très facile. J'ai déjà prononcé plusieurs fois ce terme. On va commencer par les AR, donc les zones d'action renforcées. Donc, pas besoin d'expliquer le lien entre le titre et la photo, normalement. Les AR, en fait, les zones d'action renforcées, ce sont des zones spécifiques dans lesquelles il va y avoir pour les agriculteurs des obligations particulières par rapport aux nitrates. Avant d'aborder la partie obligation, d'abord à l'écran, la carte des AR. Donc à l'écran, vous avez la carte des AR qui concerne tous les Hauts-de-France. Donc là, c'est zoomé sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Il y a beaucoup de ZAR, il y a une soixantaine de zones concernées. Il y a à peu près 30 ZAR en plus par rapport à la version précédente. Donc, par rapport à l'année passée, il y a 30 ZAR en plus. Parce que, aux yeux de l'administration, la qualité des eaux dans les forages, le problème de qualité des eaux dans les forages demeure, ou en tout cas, il n'y a pas assez d'amélioration. Donc, il y a des ZAR surtout, je parle en nombre d'agriculteurs, surtout au sud de l'île, dans la région de Lens-Arras. Là, vous voyez autour d'Arras, une grosse patatoïde, il y a une grosse ZAR là, autour de Warlu, par exemple. Dans la région de Valenciennes, il y a des ZAR qu'on ne voit pas tout à fait à l'écran, on viendra après au détail. À votre avis, il y a combien d'agriculteurs en ZAR? Il y a environ 1000 agriculteurs en ZAR en Nord-Pas-de-Calais-Somme. 1000 agriculteurs, c'est significatif. Donc forcément, dans chaque région INEAL, il y a des agriculteurs en ZAR. Et
en fait, on commence la présentation par les ZAR parce qu'il y a des agriculteurs peut-être qui le sont en ZAR dans les nouvelles ZAR, voire les anciennes, mais en tout cas, pour ceux qui sont dans les nouvelles ZAR, ils ne le savent pas forcément encore. Les ZAR sont des zones classées comme telles parce que à l'intérieur des forages d'eau potable dans ces ZAR, la concentration en nitrate est supérieure ou égale à 40 mg par litre. Le seuil de potabilité, c'est 50. Donc, le préfet Hauts-de-France, à partir de 40 mg par litre, peut classer ces zones en ZAR. Et ça a été le cas, on va dire massivement, puisqu'il y a plus de 30 ZAR de différence par rapport à l'année passée. Là, vous avez sur la carte le zoom que vous pouvez avoir au niveau de votre parcelle. Donc, vous avez les liens qui vont bien et les QR codes si vous voulez vous amuser maintenant à flasher. Sinon, vous aurez la présentation et le replay, évidemment. Sur la carte là, qui fait foi, la carte paramétrique, si vous zoomez, vous pouvez zoomer jusqu'à l'échelle de votre parcelle. Donc, vous voyez si votre parcelle est en ZAR ou pas. Point de vigilance, quand vous irez peut-être à tête reposée sur la présentation, ce qui fait foi, ce n'est pas tant la carte que je montre à l'écran, c'est la carte ici qui est entourée d'un cadre rouge. En fait, c'est des cartes en PDF où là, vous avez vraiment la parcelle et le fond cadastral. C'est ça qui fait foi. J'espère que ce n'est pas trop petit. Là, vous avez un tableau avec toutes les ZAR correspondant aux régions unéales. Donc, par exemple, vous avez là les ZAR qui concernent la région Artois, etc. Donc, Grand Nord. Vous avez Opalis, région Opalis, il y a 2 nouvelles ZAR. Quand c'est marqué oui, en 3e colonne, je n'ai pas spécifié, quand c'est marqué oui, c'est-à-dire que c'est des nouvelles ZAR. Donc, du côté de Opalis, ou 800 en particulier, il y a une nouvelle ZAR. Somesco, il y a aussi beaucoup de oui, donc il y a des nouvelles ZAR également. De toute façon, il y a des nouvelles ZAR partout. TCA également, et pour terminer, INEA Nord-Est. Donc, quand il y a des nouvelles ZAR, il faut être d'autant plus vigilant aux mesures qui vous concernent. Mais même en étant dans les anciennes ZAR, les mesures ont complètement changé. Donc, soyez vigilants aussi. Concernant les mesures obligatoires, donc avant, certains d'entre vous se souviennent sûrement que dans les ZAR, il y avait une obligation de reliquat sortie d'hiver. Alors là, c'était le cas aussi en situation normale, hors ZAR. Et dans les ZAR, il y avait jusqu'à 3 reliquats à faire. Pardon. Il n'y a plus de reliquats spécialement à faire dans les ZAR, mais il y a des mesures obligatoires à choisir. Les mesures obligatoires à choisir dépendent de votre surface en ZAR. Si vous avez plus de 3 hectares en ZAR, en enlevant les prairies permanentes et en enlevant les jachères, il vous reste 3 hectares en ZAR, alors une parcelle ou plusieurs, peu importe, c'est la surface cumulée qui est importante. Dans ce cas-là, vous devez appliquer ces mesures dans ces ZAR, vous devez appliquer les mesures dans les ZAR, pas forcément ailleurs, à moins que vous le souhaitiez, et pendant toute la durée du programme d'action nitrate, donc pendant 4 ans. Si on en vient donc au sujet principal, les mesures, donc là, vous allez voir une liste de 4 mesures. Et parmi ces mesures, il y en a 2 que vous devez choisir pour vos parcelles en ZAR, voire vos autres parcelles si vous souhaitez. La première mesure du listing, c'est être inscrit dans une démarche volontaire, c'est-à-dire que votre exploitation participe à une démarche volontaire par rapport à l'amélioration de la qualité de l'eau par rapport au nitrate. Donc, ce sont les contrats que la collectivité peut avoir avec l'agence de l'eau. Donc, si vous êtes dans une commune avec ces contrats d'action sur la ressource en eau, comme du côté de Hénin-Beaumont, Maubeuge, Val-de-Sambre, Lens, voilà. Si vous êtes une commune faisant partie d'un contrat, vous avez déjà une première mesure qui peut être cochée, si vous décidez. Les groupes GI2E. Alors, nous, à la coopérative, on a des groupes GI2E, mais ce n'est pas forcément des groupes liés à la baisse des nitrates. Les groupes 30 000, les groupes Gazelle, également, ce sont des mesures comme étant des démarches volontaires. Si vous n'êtes dans aucune de ces démarches volontaires, vous pouvez faire un reliquat azoté début drainage. Ça remplace le fait d'être dans une de ces mesures, justement. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est une première mesure sélectionnable parmi 4. Moi, je mets mon truc. Hein, je mets mon truc. La deuxième mesure, il y a un petit micro qui... Ouais, je sais pas, mais j'écoutais là-bas. Ah, je pense que le micro a été coupé. La deuxième mesure,
en zone vulnérable, il y a une obligation de couverture du sol pendant 2 mois. On va rappeler ça après. Vous pouvez choisir de mettre 1 mois de couvert en plus. Donc, à la fin ou au début, donc juste après moisson, ce qui est d'autant plus très pertinent agronomiquement. Troisième mesure, c'est apporter une fertilisation localisée, pas localisée, mais fractionnée. Donc ça, c'est une bonne pratique. Et surtout, faire un dernier rapport avec un OAD. Ça, c'est la troisième mesure, alors sur céréales. La quatrième mesure, c'est faire l'apport fertilisant localisé aux semis sur plantes sarclées. Au départ, la liste des cultures n'était pas celle-ci, ça a été un petit peu élargi. Donc, les plantes sarclées sur lesquelles vous pouvez cocher cette mesure, avec incorporation au semis d'engrais, c'est pommes de terre, betteraves, carottes, colza, maïs, tournesol et lin. Donc là, on a mis quelques exemples, j'en citerai qu'un. Par exemple, si vous avez dans les arbres plus de 3 hectares cumulés en betterave plus blé, vous pouvez faire de l'apport localisé en betterave et en blé, vous pouvez utiliser Wanaka Farmstar en tant qu'OAD fin de cycle. Même la pince N-Tester est éligible. Donc, vous devez choisir 2 mesures parmi celles-là sur les 4. Ce n'est pas terminé. Au-delà de les choisir et les appliquer, il faut déclarer ces mesures sur un site. Ça apparaît en bas. Donc, il faut déclarer ces mesures d'ici le 30 juin sur un site en ligne, démarche simplifiée. Normalement, pour les agriculteurs dans la Somme, un courrier leur a déjà été envoyé leur rappelant ce que je viens de dire. Pour le Nord-Pas-de-Calais, le courrier de la DDM n'a pas encore été envoyé. C'est imminent apparemment, il devait être envoyé après les élections chambres. Donc, déclarer ces mesures pour le 30 juin. Chaque année, vous pouvez néanmoins changer de mesure, mais il faut vraiment déclarer en ligne. Pour terminer, ce que je disais avant, donc, il y a toujours un reliquat à faire en sortie d'hiver, quel que soit le secteur, on va dire dans toute la région Hauts-de-France. Et sur les parcelles en ZAR spécifiquement, ce n'est pas possible de déroger à l'implantation des couverts ou de les remplacer par des repousses. Voilà. À moins d'avoir un taux d'argile supérieur à 31%, dans ce cas-là, c'est possible de ne pas mettre de couverts. Et autre cas, mais ça rejoint la réglementation sur les couverts dont on a parlé après, c'est possible de décaler la date de semis des couverts en cas de récolte tardive ou de faux semis. Et on a parlé interculture. Julie, tu peux nous faire un point sur la couverture des sols en général? Oui, bonjour. Du coup, on va aborder la couverture des sols. Pour introduire ce sujet, j'ai un petit quiz à vous proposer. Donnez-moi en réponse dans le chat la bonne date d'implantation des couverts végétaux. Je vous laisse un petit temps. Est-ce que c'est le 5 septembre, le 15 septembre, le 20 septembre ou alors il n'y a pas de date limite? N'hésitez pas à répondre dans le chat, voire prendre la parole pour ceux qui souhaitent. Ah, ça répond dans le chat là. Septembre, 15 septembre, pour certains. Il y a plus de 15 que de 20, mais bon, c'est proche. Encore quelques secondes et je vous donne la réponse. Faut 2 mois. Ouais, faut 2 mois, mais ça ne me dit pas à quelle date tu dois l'implanter. La bonne réponse, c'est le 20 septembre. Effectivement, auparavant, on était sur le 15 septembre. On est maintenant au 20 septembre avec la nouvelle directive nitrate. Mais il n'y a pas que ça qui change. On a aussi du changement sur la date de récolte du précédent tardif. Avant, on était sur le 20 septembre, c'est-à-dire que tout ce qui était récolté après le 20 septembre ne nécessitait pas de couverture du sol. Maintenant, on est passé sur une date au 1er novembre, c'est-à-dire que tout ce qui est récolté avant le 20 septembre, entre le 20 septembre et le 1er novembre, betteraves, pommes de terre, maïs, nécessite d'être couvert. Donc, le sol doit être couvert après ses précédents. Ou alors, il faut faire un reliquat début drainage si la couverture du sol n'est pas possible. Pour tout ce qui est récolté après le 1er novembre, la couverture du sol reste non obligatoire. Je vais vous présenter maintenant une petite frise chronologique simplifiée sur chaque obligation de couverture du sol. On reviendra sur tous les points ensuite. Pour les intercultures courtes, il est toujours obligatoire de couvrir après les pois récoltés avant le 14 juillet. On doit implanter un couvert d'une durée de 4 semaines. Il est toujours obligatoire également de laisser le repousse de colza entre 3 et 4 semaines après la récolte ou le déchômage.
Cette durée peut être raccourcie à 3 semaines s'il y a présence de l'altise du colza. Ça, c'est pour les intercultures courtes. Pour les intercultures longues, on doit implanter, comme je vous l'ai dit, avant le 20 septembre. Le couvert doit être présent pendant 8 semaines et la destruction est interdite avant le 1er novembre. C'est-à-dire que même si votre couvert est présent depuis 10 semaines, vous ne pouvez pas le détruire avant le 1er novembre. Pour les précédents qui sont récoltés entre le 20 septembre et le 1er novembre, c'est ce que je vous expliquais juste avant, il faut couvrir pendant une durée au moins de 8 semaines ou alors transmettre un reliquat début drainage. Tout ce qui est récolté après le 1er novembre ne nécessite pas de couverture du sol. Alors, la couverture des sols en interculture longue. On reprend les éléments de base, c'est toujours 8 semaines de maintien, une destruction interdite avant le 1er novembre. Qu'est-ce qui peut faire office de couverture? Les couverts d'interculture semés, soit en simple, soit en mélange, tout ce qu'on vend à la coopérative. Des repousses de colza denses et homogènes. Des repousses de céréales denses et homogènes, mais dans la limite de 20% en interculture longue, sauf en ZAR. Pour les maïs grains et les sorgho grains, il y a toujours l'obligation de broyer et d'enfouir dans les 15 jours suivant la récolte les cannes. Les choses qui ont changé. Auparavant, on bénéficiait d'une souplesse sur les sols nus, c'est-à-dire que 5% de vos intercultures pouvaient être laissées nues. Aujourd'hui, cette souplesse, elle a disparu. Donc, on n'a plus de possibilité de laisser des sols nus. Si le couvert monte à floraison ou à graines, on a toujours la possibilité de faucher ou de broyer les parties aériennes avant le 1er novembre. Par contre, il faut quand même que le couvert soit présent depuis 8 semaines. La nouveauté de l'année, ce n'est pas la seule, mais l'une d'entre elles. Auparavant, un sol qui était considéré comme argileux, donc à plus de 28%, ne nécessitait pas de couverture de sol. Ce seuil, il a été légèrement modifié. C'est-à-dire que maintenant, entre 28 et 31%, on doit quand même laisser au minimum des repousses de céréales pendant 4 semaines, voire couvrir si c'est possible. Et le taux est maintenant passé à 31%. Donc, on n'est plus obligé de couvrir si on a un taux d'argile supérieur à 31%, sous réserve d'être en capacité de le justifier avec une analyse de sol. En ce qui concerne la destruction chimique est toujours interdite, sauf les 3 cas mentionnés ensuite. Si votre îlot est conduit en TCS, donc c'est-à-dire un non-labour depuis au moins 3 ans, ou en semi-direct sous couvert, vous pouvez faire une destruction chimique. Dans ce cas, il faut que ce soit mentionné sur vos cahiers d'enregistrement de pratique pour justifier l'utilisation de désherbage sur les sipans. Si l'îlot culturel est destiné à la production de légumes, culture maraîchère ou culture porte-graines. Et enfin, si l'îlot est infesté par des vivaces sur l'ensemble de l'îlot, mais il faut transmettre cette information à la DDTM pour avoir l'autorisation de le faire et fournir un reliquat début drainage également. Pour les récoltes tardives ou faux semis, comme c'est nouveau, je vais vous le refaire une fois encore. Tout ce qui est récolté après le 1er novembre, l'implantation du couvert n'est pas obligatoire. Donc, tout ce qui va être maïs grain très tardif ou betterave très tardive, vous n'avez pas besoin de couvrir après le 1er novembre. Tout ce qui est récolté entre le 20 septembre et le 1er novembre nécessite une couverture. Soit on implante un couvert dès que possible pour une durée de 8 semaines. Si l'implantation n'est pas possible du tout, il faut faire un reliquat début drainage qui sera à transmettre à l'administration. On transmet ce reliquat début drainage à la DDTM via les démarches simplifiées. Il faut faire un reliquat par famille de précédent cultural dans la limite de 4 reliquats maximum. En résumé, dans quel cas vous devez transmettre des démarches et dans quel cas vous ne devez pas. Si vous avez un précédent récolté après le 1er novembre, vous n'avez pas de sipan à mettre, donc vous n'avez pas de démarche à faire. Les taux d'argile supérieurs à 31%, pas de démarche. Les couverts montés à graines, faux semis ou récolte tardive, pas de démarche. Vous avez besoin de transmettre un RDD à l'administration uniquement si vous avez une infestation d'adventices ou espèces toxiques, donc vous voulez faire du désherbage chimique. Si vous utilisez des bouts de papeterie avec un C/N supérieur à 30%, ou si toute autre situation se présente à vous. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose de nouveau, la DDTM ne sait pas encore si des cas très particuliers peuvent se présenter. Donc, dans le doute, si vous ne faites pas partie des cas dans lesquels il ne faut faire aucune démarche, faites un RDD et transmettez à l'administration. Voilà pour l'aspect couverture des sols.
Donc, merci Julie. On note quand même des évolutions réglementaires sur les épandages, notamment sur le calendrier, donc qui va concerner plutôt les épandages d'hiver. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ces évolutions? Tout à fait. On a déjà une modification des types d'effluents. Donc, on a des nouvelles définitions des types d'effluents qui vont être liés essentiellement à leur C sur N. Avant, on avait le type 1, le type 2, le type 3. Type 1, c'était les fumiers. Type 2, c'était les lisiers et digestats, grossièrement. Et type 3, c'était les engrais minéraux. Aujourd'hui, on a le type 0, le type 1A, le type 1B, le type 2 et le type 3. Les changements majoritaires, ils se sont essentiellement passés sur le type 1. C'est-à-dire qu'on a fait un type 1A, ça va être tout ce qui est fumier sans écoulement, et un type 1B, ça va être tout ce qui est fumier avec écoulement. C'est essentiellement sur ces familles qu'il y a eu du changement. Pour tout ce qui est type 2 et type 3, globalement, pas de changement, on ne perturbe pas nos habitudes. Sur les périodes d'interdiction d'épandage, pour la majorité des cultures, il n'y a pas de changement. Pour les couverts d'interculture à développement rapide, donc ça va être nocipan, il y a toujours la règle des 70 unités d'azote efficaces, sauf qu'elle a été renommée 70 kg d'APLSH. C'est un changement de nomination, mais c'est le même principe. On a toujours des périodes d'apports hivernaux interdits selon les types d'effluents, sauf qu'on a introduit une souplesse. Cette souplesse n'existait pas avant. Maintenant, sous réserve de faire un reliquat début drainage, on a de plus grandes possibilités d'épandre pendant l'hiver. Je trouve que c'est une opportunité. On sait qu'il y avait de toute façon des épandages qui se faisaient sur ces périodes. Aujourd'hui, l'administration a intégré une notion de souplesse sous réserve de transmettre un reliquat début drainage. On peut toujours apporter des effluents jusqu'à 20 jours avant destruction de la récolte. Et pour les prairies permanentes, on est toujours sur un apport limité à 70 kg d'azote efficace à partir du 1er septembre 2024. Je vous montre un petit tableau qui résume les périodes d'épandage autorisées. Vous pouvez retrouver ces tableaux dans les guides réglementaires qui vous ont été envoyés. Donc, on va le survoler. Les périodes d'interdiction incompressible, elles sont en rouge, c'est-à-dire c'est des périodes où, quoi qu'il arrive, c'est impossible d'épandre. Et les périodes en jaune, c'est les périodes où on peut épandre sous réserve de faire un reliquat début drainage. Voilà sur cet aspect-là. Les périodes d'interdiction. Donc, on vous a fait des petits exemples pour des effluents 100% agricoles. Un lisier épandu sur couvert détruit avant fin d'année. Donc, on est sur un type 2. L'épandage est complètement possible du 1er février au 14 octobre. On peut toujours apporter selon 15 jours avant le semis jusqu'à 20 jours avant récolte du couvert intermédiaire. Normalement, c'était interdit d'épandre du 15 octobre au 31 janvier. Maintenant, on peut, sous réserve d'utiliser la dérogation avec le RDD. On va pouvoir épandre jusqu'à 20 jours avant récolte ou destruction du couvert dans ce créneau du calendrier. Le reliquat avant épandage est obligatoire, un par îlot représentatif. Le même principe avec un fumier pailleux compact sans écoulement. Donc ça, c'est un exemple de type 1A qu'on veut épandre sur couvert détruit avant fin d'année. C'est totalement possible du 16 janvier au 14 novembre. Et on peut avoir une souplesse du 15 novembre au 15 janvier, sous réserve toujours de faire le RDD. Et en dernier exemple, le même principe avec un fumier mou avec écoulement. Donc ça va être un type 1B, où on aura les mêmes souplesses, possible du 16 janvier au 14 novembre sans dérogation et possible avec dérogation du 15 novembre au 15 janvier. Vous pouvez retrouver toutes ces données dans votre guide réglementaire. Voilà. Pour les nombres de reliquats avant épandage, on est sur un reliquat par tranche de 20 hectares avec un minimum un reliquat par famille de précédents. Pardon. Autre sujet réglementaire, les prairies permanentes, donc, qui sont surveillées de près parce que pour des raisons de biodiversité et pour des raisons environnementales, il y a un risque de contrôle qui est assez important. Donc, quelles sont les démarches à suivre en cas de souhait de retournement de prairies permanentes? Sébastien. Effectivement, le retournement des prairies permanentes est un sujet très sensible. Manière à éviter les pénalités et être, entre guillemets, fiché par l'administration.
L'année passée et cette année, le retournement de prairie est autorisé. Néanmoins, avec une déclaration à faire en ligne. Le retournement de prairie, c'est deux réglementations qui se superposent. D'une part, la réglementation PAC, avec un ratio qui suit l'évolution des prairies permanentes en Hauts-de-France par rapport à une année de référence. Donc, quand ce ratio n'est pas bon, la PAC n'autorise pas à retourner les prairies. Ce n'est pas le cas cette année, ni l'année passée. Donc, du point de vue de la PAC, le retournement de prairie est autorisé pour cette campagne 2025. Ensuite, il y a la réglementation nitrate, la nouvelle qui est sortie depuis le mois d'août, qui cadre également le retournement de prairie. En l'occurrence, du point de vue nitrate, il y a 4 zones dans lesquelles il est strictement interdit de retourner les prairies. C'est des zones qui existaient par le passé, mais ça a été durci récemment. Les zones en question, c'est des périmètres de protection de captage. Donc ça, c'est des périmètres que vous avez probablement en tête. Et si ce n'est pas le cas, il faut demander à votre mairie ou à la communauté de communes. C'est des périmètres réglementaires dans lesquels il y a des forages d'alimentation en eau potable. Ce ne sont pas forcément des données publiques parce qu'il y a un risque de malveillance, d'introduction de pollution dans les forages. Mais vous, en tant qu'agriculteur, normalement, vous avez ces éléments. Il y a une autre surface qui est similaire, mais beaucoup plus large que les périmètres d'alimentation de captage. C'est ce qui est noté là, R, les aires d'alimentation de captage, autrement dit AAC. Vous avez une carte ici cliquable. Donc là, c'est des zones un peu moins réglementées, beaucoup plus larges. En fait, c'est des zones dans lesquelles, quand il pleut, l'eau se retrouve forcément dans le captage d'eau potable ou à la rivière. Ensuite, vous avez les parcelles supérieures à 7% de pente. Pour vérifier cette pente, vous pouvez aller sur Géoportail. Il y a une couche des pentes qui fait apparaître par une échelle de couleur la pente moyenne de votre parcelle. Et pour terminer, vous avez les zones humides dans lesquelles il est interdit de retourner les prairies. Il y a un sujet en ce moment concernant les zones humides. Il y a eu des manifestations et des réunions entre la FEDE et la DDTM par rapport à la cartographie des zones humides qui est assez contraignante, notamment pour des raisons de drainage interdits. Donc, en mixte, ces deux réglementations, on arrive au fait que pour 2025, vous pouvez, en tant qu'agriculteur, faire une demande de retournement de prairie. Alors, deux choses. Vous aurez quasiment la possibilité de retourner, à moins que vous soyez en zone interdite, là, que j'ai détaillé avant. Vous aurez l'autorisation de la DTM de retourner des prairies sans souci si votre surface est inférieure à 4 hectares. Voilà, donc inférieur à 4 hectares, en dehors des zones rouges détaillées avant, vous pouvez avoir votre autorisation. Néanmoins, il faut faire la demande sur un site en ligne. Les sites en ligne apparaissent juste après, je crois, et dans le top santé de cette semaine, c'était aussi présent sur neal.com, vous avez les liens vers les sites en ligne pour faire les demandes, les déclarations. C'est autorisé, mais il faut déclarer. Par contre, si vous souhaitez faire une demande de retournement supérieure à 4 hectares, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut être dans des cas spécifiques pour avoir l'autorisation, notamment agriculteurs en difficulté, avoir encore plus de 75% de surface herbagère après avoir retourné la prairie, etc. Donc, cette année, c'est autorisé. Profitons réglementairement et légalement de retourner les prairies, mais il faut absolument faire la demande en ligne. Donc, les sites, vous les avez là. Alors, j'ai dit dans Top Santé, sinon, vous pouvez cliquer sur la présentation quand vous l'aurez par mail juste après la visio. Vous pouvez faire votre demande là avant la déclaration de Pâques, au 15 mai, et vous devez semer la culture à la place de votre prairie avant le 15 juillet. Dans le même sujet, dans la région, il y a énormément de prairies permanentes qui s'appellent plutôt prairies sensibles, hein, c'est-à-dire c'est des prairies permanentes déclarées en zone Natura 2000. Donc les Natura 2000, ce sont des territoires qui sont liés à une directive européenne pour protéger la biodiversité. Jusqu'alors, il était interdit de retourner ces prairies, même si la PAC l'autorisait et que vous n'étiez pas en zone de protection de captage. Depuis octobre, c'est possible de les retourner. Pour les retourner, il faut avoir au moins 75% de prairies permanentes sur sa SAU et au moins 25% de prairies, donc de prairies permanentes sensibles, ou au moins de 10 hectares. Dans ce cas-là, la demande de retour en prairie
est la même que précédemment, c'est-à-dire sur le site de chaque DDTM, démarche simplifiée. Quand on regarde la carte sur Géoportail, ces points orange sont très, très, très nombreux. Donc, il est très probable que vous ayez des prairies Natura 2000, peut-être même sans que vous sachiez si ça commence à dater un petit peu au niveau de l'historique. Alors, sur les sujets plan de fumure, donc le plan de fumure, c'est un service à forte valeur ajoutée sur les offres Audacio, puisqu'on le retrouve dans l'offre Audacio Sérénité, puis aussi en option sur l'offre Audacio Pilotage. Donc, Julie va vous passer en revue les indispensables à sa réalisation, sa bonne réalisation. Donc, je vais laisser la parole un petit peu à Sébastien. Il va d'abord faire un bilan des contrôles qui ont été faits par la DDTM sur l'année 2023 concernant les plans de fumure notamment. Oui, donc ce bilan des contrôles de la DDTM du Nord, c'est pas précisé, mais c'est le Nord, c'est à l'image, voilà, globalement on peut se dire c'est à l'image des contrôles en général, même s'il y a des cas parfois plus particuliers dans tel ou tel département. Donc, si on prend le cas concret du Nord, en 2023, 75 exploitations ont été contrôlées. Parmi celles-ci, 52% étaient non conformes. Ce que dit la DDTM, c'est que le nombre de non-conformités augmente, puisque l'année précédente, en 2022, il y en avait 46% seulement de non-conformes. Donc, la DDTM dit que la situation s'aggrave, entre guillemets, du point de vue des contrôles. Alors là, on parle des contrôles, toutes catégories, c'est-à-dire à la fois PAC, nitrates, etc. Le risque de ces contrôles, alors pour la PAC, c'est des risques de pénalité, ça vous le savez normalement, alors, des pourcentages de pénalité qui démarrent à 3-5%. Avec la nouvelle PAC, il y a des pénalités qui, en cas de récidive, peuvent monter à 9%. Alors, 9%, ça peut représenter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Pour les nitrates, généralement, c'est des amendes, des amendes forfaitaires de plusieurs centaines, voire 1000 ou 2500 euros en fonction des problématiques. Sur ces 75 exploitations contrôlées, 28 fermes, c'est-à-dire 38%, on va s'arrêter là-dessus, étaient non conformes par rapport à deux choses essentielles au niveau réglementaire, essentielles à suivre vraiment pour être serein, c'est le registre phyto ou le PPF. Donc le plan fumure, dans ce cas présent, en fait, le point de non-conformité, c'était surtout l'objectif de rendement. La DTM disait que l'objectif de rendement sur ces PPF n'était pas l'objectif de rendement réglementaire, mais c'était ce que voulait faire l'agriculteur. Ça, réglementairement, c'est pas conforme, c'est ce que relève la DDTM, et la DDTM demande aux organismes qui accompagnent les agriculteurs, donc nous-mêmes, Serre France, la Chambre, d'être très vigilants là-dessus. Des non-conformités sur les bandes tampons, plutôt des bandes tampons insuffisantes. Alors là, on est dans la réglementation PAC, on s'éloigne un petit peu des nitrates, mais c'est très lié tout ça. Les bandes tampons sont très, très anciennes en termes de réglementation, c'est comme le local phyto. Donc soyons très vigilants sur les bandes tampons qui doivent faire 5 mètres, sans fertile, sans phyto et sans même entreposage de matériel ou quoi que ce soit. 13% des fermes avaient des NNT aquatiques non respectées. Alors là, on ne parle pas des NNT riverains qui sont plus récentes, mais simplement des NNT aquatiques avec à minima 5 mètres à respecter. Ce qui est lié aussi aux NNT aquatiques, c'est un autre critère, ce sont les DVP, dispositifs végétalisés permanents. Et pour terminer, les contrôles techniques pulvés non effectués. On est en ce début d'année, on a proposé des contrôles techniques dans différents silos. Passez votre contrôle technique, il est obligatoire au bout de 5 ans pour un pulvé neuf et ensuite tous les 3 ans. Le contrôle technique à jour, c'est des produits mieux épandus, moins utilisés, et c'est surtout de la pénalité PAC en moins, 3%, voire de l'amende, parce que le contrôle technique, c'est à la fois de la pénalité PAC potentielle et de l'amende du tribunal. Tu peux reprendre. Du coup, un plan prévisionnel de fumure. Qu'est-ce qu'on attend d'un PPF? Donc déjà, un PPF, il est obligatoire dans toutes les zones vulnérables. Aujourd'hui, c'est presque tout le territoire de la COP. On peut estimer que c'est tous les Hauts-de-France. Donc tous les agriculteurs de tous les Hauts-de-France doivent avoir aujourd'hui un plan prévisionnel de fumure. Il y a encore beaucoup d'endroits où ce n'est pas le cas.
Un plan prévisionnel de fumure, ça s'accompagne toujours d'un cahier d'enregistrement. C'est ce qu'on appelle le prévisionnel et le définitif. Dans le prévisionnel, on a un objectif de rendement qui doit être réglementaire, j'y reviendrai, avec des prévisions d'épandage d'engrais. Et dans le cahier d'enregistrement, on reprend les cultures, le rendement réalisé et les apports réellement faits. Un objectif de rendement réglementaire, c'est quoi? Il y a deux possibilités. Soit c'est le rendement régional qui est partagé par la Chambre d'agriculture ou par les organismes officiels. Sur ma petite région, pour exemple, c'est 91 quintaux normalement. Ou c'est l'objectif de l'exploitation, donc la moyenne olympique. Comment on fait une moyenne olympique? Les 5 dernières années où la culture a été cultivée sur la ferme, moins la meilleure, moins la moins bonne. Ça permet de garder 3 ans qui doivent être représentatifs du potentiel de la ferme. Un PPF et un cahier d'enregistrement, il faut le garder pendant au moins 5 campagnes. C'est comme le registre phytosanitaire. Sébastien évoquait juste avant le fait que 38% des fermes étaient sorties non conformes à cause soit d'un problème d'objectif de rendement, soit d'une absence de prévisionnel et de cahier d'enregistrement. Pour ne pas faire partie de ces 38% d'agriculteurs non accompagnés, UNEAL a créé l'offre Audacio Sérénité qui vous permet d'être accompagné sur ces sujets et d'avoir un PPF réglementaire et pour ceux qui le souhaitent, d'avoir également un registre phytosanitaire. On a également mis en place des contrôles techniques pour les pulvés qui peuvent se faire dans les silos afin de répondre à ce besoin des agriculteurs d'avoir un pulvé qui est à jour au niveau du contrôle. Pour exemple, à quoi ça ressemble un plan prévisionnel de fumure lorsqu'il est réalisé avec la coopérative? Donc, sur un PPF, il faut toujours qu'apparaissent les informations de la parcelle, le nom de la parcelle, son numéro d'ILOPAC et sa surface agricole utile. Dans la surface agricole utile, on a la possibilité de déterminer si les SPE sont différentes de la surface totale. Donc, on peut déduire, par exemple, pour les lisiers ou les fumiers, s'il y a la surface sur laquelle on ne peut pas mettre d'effluent à cause d'un ruisseau ou d'un tiers, par exemple, il faut que ce soit précisé. On retrouve également la culture avec la variété et la date de semis, le profil du sol, si c'est un limon argileux, un limon sableux, le précédent avec la gestion de ces résidus. Donc ici, on avait un blé avec des résidus enfouis et le rendement réalisé, ainsi que la date de récolte du précédent. Si un cipan est implanté, cela doit être précisé. Ici, on avait une moutarde blanche implantée le 2 septembre et détruite le 20 décembre. Ça permet de vérifier qu'on répond bien à l'obligation de couverture de 8 semaines du sol, ainsi que le type de destruction. Ici, on voit bien que l'îlot n'était pas mené en TCS, donc normalement, on n'a pas le droit de détruire avec un désherbage chimique. On retrouve l'objectif de rendement à droite avec la récolte prévisionnelle. Ici, on a estimé un objectif de rendement de 100 tonnes pour les betteraves et on a la prévision de gestion des résidus. Les résidus seront enfouis. On retrouve ensuite la préconisation en engrais. Cette préconisation en engrais ne doit pas dépasser la dose d'azote totale efficace conseillée, qu'on retrouve tout à droite de l'écran. Ici, on voit qu'on a une dose prévisionnelle conseillée de 109 et on voit que le reliquat azoté RSH était de 64. La préconisation en engrais ne doit donc pas être supérieure à cette préconisation si on veut être bon dans les réglementations. Donc ça, c'est pour le plan prévisionnel de fumure. Le cahier d'enregistrement des pratiques se présente à peu près de la même manière. On retrouve les mêmes informations concernant la parcelle, donc le nom de la parcelle, le numéro d'îlot. On retrouve la culture, donc ici c'était un colza, la variété. Et on retrouve tout au bout à la place des prévisionnels, donc tout à droite, la récolte réalisée. Donc là, on est à la fin de la campagne, donc on a le rendement réalisé avec la date de récolte. Et on retrouve dans l'endroit où on avait les précaux auparavant, les réalisations en engrais. Les réalisations qui doivent être indiquées, ce sont les apports d'effluents de tout type. Ici, on a du fumier de bovin, les apports d'azote et les apports de fond. On doit du coup pas dépasser la dose d'azote totale efficace conseillée de 161 unités. On voit que l'agriculteur, tout type confondu, a mis 131 unités et il ne devait pas mettre plus de 89 unités d'azote minéral et on voit qu'il a mis un petit 70 unités. Donc, sur ces deux documents, l'agriculteur est en règle et a des cahiers d'enregistrement qui sont conformes à la réglementation. Voilà, je passe la main à Sébastien pour la partie stockage des effluents.
Sur le stockage des effluents, pour commencer, on va parler des tas de fumier. Là, vous avez un beau tas de fumier, entre guillemets. Alors, un petit quiz, alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, c'est plus pour vous faire réfléchir à la réglementation. Est-ce que ce tas de fumier est en règle selon vous? Voilà, si certains veulent s'exprimer, n'hésitez pas. Hein. Sur le tas de fumier, non? Non. Pourquoi non, du coup, si j'ai bien entendu? Non, Léa, tu dis non. Pourquoi non? Trop proche de la route? Ouais, bah oui. Ok, on verra. On verra, mais j'entends. Alors, effectivement, il y a ces distances par rapport à la route, mais on va commencer plutôt par la hauteur. Est-ce que vous aviez en tête qu'un tas de fumier a une certaine hauteur à respecter? La hauteur maxi d'un tas de fumier, c'est 2,50 m. Ensuite, il doit être voilà, en linéaire, voilà, il doit être le plus linéaire possible, en andin, comme c'est indiqué dans la réglementation. Deuxième élément, la route, effectivement. Bon, là, c'est une photo, donc ce n'est pas forcément évident de jauger la distance par rapport à la route. Alors, trop proche. En tout cas, si c'est inférieur à 5 mètres, je pense que là, on était à peu près à 5 ou 6 mètres. Donc, auquel cas, on serait bon. Le tas de fumier doit être à minimum 5 mètres de la route. Alors, la route, là, c'était un petit chemin départemental. Ça peut être une plus grande route. Voilà. Dès qu'il y a la route avec du passage, c'est cette distance de 5 mètres à respecter. Ensuite, il y a une période pendant laquelle, en hiver, donc du 15 novembre au 15 janvier, il est interdit d'entreposer des tas de fumier dehors, sauf justement si il n'est pas directement sur sol nu. Donc, ce que dit la réglementation, c'est qu'il doit être sur un matériau absorbant avec un rapport C sur N. Donc, on considère que dès lors qu'il est sur de la paille, imaginons, ou sur de l'herbe, voilà, c'est possible. Mais il ne faut pas qu'il soit sur sol nu pour être entreposé pendant cette période-là. Pas d'écoulement, effectivement, il ne doit pas avoir d'écoulement dans un tas de fumier. Là, c'était les tas de fumier en général. Il y a des cas particuliers, c'est pour les fumiers de volaille. Les fumiers de volaille doivent être bâchés. Alors, personne ne fait ça, néanmoins, la réglementation le dit. Au-delà de l'aspect réglementaire, il y a un aspect technique, voilà, potentiellement, qui peut être utile pour le bâchage. Julie, tu peux en dire un mot? Je rebondis sur ça. Le bâchage, c'est aussi pour préserver la qualité de vos matières organiques de ferme. On a parfois tendance à entreposer le fumier en bout de champ comme si c'était uniquement un déchet, sauf que ça a une vocation quand même de fertiliser vos parcelles. Il faut savoir que dès la première goutte d'eau de la première pluie, vous commencez à perdre des éléments nutritifs sur votre tas de fumier. La première pluie, c'est entre 2 et 30 unités d'azote de perdu, entre 10 et 15 unités de phosphore, entre 30 et 35 unités de potasse et entre 20 et 25 unités de calcium et de magnésium. Ce qui veut dire que quand un fumier a passé toute une saison dehors, qu'il a pris entre 1000 et 1500 mm par an sur lui, vous avez perdu jusqu'à 60 unités d'azote, vous avez perdu jusqu'à 30 unités de phosphore et jusqu'à 80 unités de potasse. Donc le bâchage, outre une obligation réglementaire, il serait intéressant de commencer à l'aborder sur un aspect technique. Parce que pour une ferme qui produit 1500 tonnes de fumier, perdre tous ces éléments sur une année, un hiver dehors, ça représente 1850 € par an de pertes liées au lessivage sur des tas de fumier. Donc, outre l'obligation réglementaire, il faudrait essayer de commencer à réfléchir à l'aspect technique et à la valorisation de nos engrais de ferme. Vous aurez à tête reposée le temps de regarder les différentes distances entre le tas de fumier et la route. On l'a vu 5 mètres, mais aussi par rapport aux habitations, par rapport aux cours d'eau. Ce que je voudrais rajouter sur les tas de fumier, c'est par rapport aux couverts végétaux. Julie, tout à l'heure, disait qu'avant, il y avait 5% de tolérance, donc sur 5% de vos surfaces qui devaient être couvertes en interculture longue. Mais justement, sur 5%, il pouvait ne pas avoir de couvert. Donc, vous pouviez éventuellement mettre du fumier
sur des espaces potentiellement couvrables. Aujourd'hui, il n'y a plus de tolérance de 5%, donc il doit forcément avoir couvert des intercultures longues, avec les précisions que Julie a données avant. Ça veut dire que le tas de fumier, si c'était le cas pour vous avant, qu'il était sur du couvert végétal, il ne peut plus être sur du couvert végétal avec la nouvelle réglementation nitrate, mais sur des surfaces hors couverture, plateforme betterave, mais pas en tout cas des couverts semés pour respecter la réglementation. Et on a parlé tout à l'heure calendrier d'épandage. Pour finir cette vidéo, on peut parler des conditions d'épandage, puis refaire un petit point là-dessus, rappeler les bonnes pratiques. Oui, donc en ce qui concerne les conditions d'épandage, par rapport aux cours d'eau, il faut bien avoir en tête et que ce soit clair que les types 3, donc les engrais azotés, sont interdits à moins de 2 mètres des berges. Donc vous devez laisser 2 mètres le long des berges et sur les bandes en RP PAC. Pour les types 0, 1 et 2, c'est interdit à moins de 35 mètres des berges et réductible à 10 mètres s'il y a une couverture végétale en bordure de cours d'eau. Par rapport au sol en forte pente, au niveau, donc forte pente, avant un cours d'eau, l'épandage est interdit dans les 100 premiers mètres si la pente est supérieure à 10% pour les fertilisants liquides et dans les 100 premiers mètres si la pente est supérieure à 15% pour les autres fertilisants. Donc 10% en parcourant 100 mètres, on descend de 10 mètres. 15% en parcourant 100 mètres, on descend de 15 mètres. Check. Pour ce qui est des épandages sur sol enneigé et gelé, on entend souvent on va aller mettre le fumier quand il gèle parce que ça porte. Je tiens à rappeler que c'est toujours interdit les sols gelés pris en masse, peu importe la profondeur. Il n'y a pas de notion de 1 cm, 2 cm, 10 cm. Il gèle, on n'a pas le droit. Enneigé, entièrement couvert de neige, c'est interdit. Et les épandages interdits sur sol enneigé et épandage interdit sur sol gelé, sauf fumier compact, non susceptible d'écoulement, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides prévenant de l'érosion. Donc, entre guillemets, du lisier et des fumiers avec écoulement, c'est interdit sur sol gelé et sur sol enneigé. À avoir en tête les distances d'épandage. Ça, je vais vous orienter vers votre guide réglementaire. À savoir qu'il y a 2 types de distances. Les distances pour les effluents d'élevage ICPE et les effluents pour les élevages RSD. Dans la majorité des cas, presque tout le monde est en ICPE. ICPE, c'est plus de 40 vaches, 49 vaches laitières. Donc, pour les élevages laitiers, presque tous sont en ICPE et ils doivent respecter des distances d'épandage qui ne sont pas les mêmes que pour les RSD. Vous avez toutes les infos dans le guide réglementaire et on peut répondre à des questions précises au besoin à la fin. Je vais vous donner quelques petits exemples. Donc, pour des fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement après un stockage de 2 mois minimum, il faut respecter par rapport à des tiers 15 mètres de distance. Pour un lisier, un purin, des effluents d'élevage, des eaux blanches et vertes, on doit respecter 100 mètres si on utilise un matériel à palette ou à buse, 50 mètres si on a des rampes en pendillard et 15 mètres en injection directe. C'est-à-dire qu'il y a des changements de ce fait en fonction des types d'épandage. Et un dernier exemple, pour des digestats de matériel, donc des digestats bruts, effluents d'élevage, etc., on doit garder une distance de 100 mètres si le digestat est odorant et l'unité est soumise à autorisation. Mais ça, normalement, les gens qui épandent sont au courant. 50 mètres dans les autres cas et 15 mètres en cas d'enfouissement direct. Dans la majorité des cas, on aura donc une distance à respecter de 50 mètres avec les tiers.